Ça peut paraître cliché, mais quand on s'intéresse aux tueurs en série, on se rend vite compte qu'ils ont très souvent une enfance fracassée. Évidemment, ce n'est pas une excuse. Ça permet juste de comprendre certaines choses. Par exemple, pourquoi Aden Clark a gagné le surnom du tueur travesti cannibale. Il a été condamné pour 2 meurtres, mais il est possible qu'il ait fait beaucoup plus de victimes entre 1966 et 1993. Préparez-vous à plonger dans l'histoire d'un tueur hors du commun. Mais avant cela, installez-vous confortablement, vous écoutez Et les Sahars. Ce matin du 18 octobre 1992, une femme attend le bus scolaire avec son enfant à Bethesda. Dans cette ville du Maryland aux États-Unis, il y a environ 60 000 habitants, et presque tout le monde connaît ses voisins. D'ailleurs, quelqu'un sort de la maison des Outling, en face de l'arrêt de bus. La mère de famille se dit que c'est Laura, la fille, qui part au travail. Elle apprendra plus tard que non, ce n'était pas elle. En fait, la personne qu'elle a vue ce jour-là n'était même pas une femme. Un mois plus tard, un homme du nom d'Aden Clark est arrêté pour le meurtre de Laura Outling. Aden Clark est né le 31 juillet 1952 à Troy, dans l'État américain de New York. C'est le deuxième enfant d'une fratrie de 4, 3 garçons et une fille. Il n'est pas issu de n'importe quelle famille. Son grand-père est maire de la ville de White Plains, et son père, vétéran de la guerre de Corée, est celui qui a inventé la moquette inifugée et le film plastique. Sa mère, elle, s'occupe du foyer et des enfants. En apparence, c'est une famille qu'on peut envier, mais dans l'intimité de leur grande maison, la réalité est beaucoup plus sombre. Les deux parents sont alcooliques, ils se disputent souvent violemment, se battent et frappent parfois leurs enfants. Quand la mère d'Aden est ivre, elle l'habille en fille et l'appelle Kristen. C'est quelque chose qui va le marquer toute sa vie. À l'école, Aden n'a pas d'amis. Au contraire, il fait peur aux élèves, et si l'un d'eux a le malheur de l'insulter, il capture son chien ou son chat avant de le décapiter. D'ailleurs, il récupère souvent des animaux qu'il dissèque. On raconte même qu'il a gardé un raton laveur en cage et lui a appris à s'asseoir sur sa tête. Adolescent, ses parents le surprennent habillé avec des vêtements de femme. Quelques semaines plus tard, Aden est arrêté pour voyeurisme et une plainte est déposée contre lui. Afin qu'il redevienne normal, son père attend qu'il sorte de son bain et se met à le frapper avec une ceinture. Bien sûr, ça ne change absolument rien. Une fois adulte, Aden parvient malgré tout à intégrer une grande école de cuisine, l'Institut culinaire d'Amérique. Pendant ses 2 ans d'études, il se fait remarquer pour certains comportements. Par exemple, si un étudiant le contrarie, il urine sur les aliments. Et en cuisine, on le surprend parfois à boire du sang de bœuf. Pourtant, Aden obtient son diplôme et commence à travailler dans des restaurants haut de gamme, des hôtels de luxe ou encore des bateaux de croisière. Mais il est très instable mentalement et finit toujours par se faire licencier. Après la mort de son grand-père au début des années 80, il entre dans la marine. Malheureusement pour lui, les autres militaires en formation remarquent qu'il porte des sous-vêtements féminins et se mettent à le battre régulièrement. Une fois, il passe 3 heures enfermé dans un congélateur à viande. C'est à l'armée qu'on pose un nom sur sa maladie mentale. Aden est un schizophrène paranoïde. Il est rapidement expulsé. Je ne vais pas tout détailler, mais à partir de là, Aden Clark enchaîne les arrestations par la police pour excès de vitesse, vol de vêtements féminins ou de sac à main dans les églises. Alors qu'il est retourné vivre chez sa mère, il lui vole aussi des objets, et quand elle se rend compte, Aden la frappe, et il essaye même de lui rouler dessus en voiture. Elle y échappe de justesse et porte plainte. Elle en profite aussi pour lui écrire une lettre, dans laquelle elle dit qu'à partir de maintenant, Aden n'est plus son fils. Devenu sans abri, il erre sans but et finit par atterrir dans l'état du Maryland. C'est là qu'il commettra un meurtre. Fin 92, Aden Clark se trouve dans la ville de Bethesda. Une habitante, Penny Outling, l'a remarqué et s'est dit qu'il pourrait travailler pour elle. Le voilà donc jardinier. Il est parfois un peu bizarre, certes, mais il travaille bien. Aden aime beaucoup Penny. En fait, il la considère un peu comme sa nouvelle mère. Leur relation se détériore une première fois quand elle l'accuse d'avoir volé des outils chez elle. Aden s'énerve et son employeur finit par croire qu'elle se trompait. Puis arrive Laura, la fille de Penny. Elle vient de terminer ses études et réaménage dans la maison familiale. Pour Aden, c'est une menace. Elle va lui voler l'affection de Penny, il en est persuadé. Surtout qu'ils sont un peu en froid depuis leur altercation. Dans la tête de Clark,
Un plan diabolique se met en place. D'abord, il attend que Penny s'absente quelques jours, laissant Laura seule à la maison. Ensuite, il prépare une tenue de femme et enfin, il se procure une arme. La nuit du 18 octobre 1992, Aden Clark porte une perruque, les sous-vêtements qu'il a volés à Penny Outling, un chemisier et un pantalon de femme. Il complète sa tenue avec un sac à main noir et un trench coat, grâce auquel il cache un fusil de calibre 22. Aden ouvre la porte de derrière avec sa clé, monte sans faire de bruit dans la chambre de Laura et la réveille en la poussant avec le canon de son arme. La jeune femme ouvre les yeux et reste sans voix. Aden lui dit « Pourquoi tu es dans mon lit ?» Pas de réponse. « Qu'est-ce que tu fais dans mon lit ?» Laura est terrifiée mais Aden continue. « Pourquoi tu portes mes vêtements ?» Il s'approche alors de la jeune femme qui commence à pleurer en silence. « Dis-moi que je suis Laura. » Vous êtes Laura, pitié, me faites pas de mal. Toujours en la menaçant du fusil, Aden demande à Laura Outling de poser sa main sur une Bible et de jurer que c'est lui, Laura. Il la force ensuite à se déshabiller et à prendre un bain. Après ça, il la ramène sur son lit et la fait s'allonger sur le ventre. Son plan initial est de la capturer pour l'emmener au campement qu'il a construit dans les bois près de la ville. Il veut la présenter à Aden, comme il dit. Mais ça ne va pas du tout se passer comme ça. Clark commence à lui attacher les poignets puis les chevilles avec du ruban adhésif. Il la retourne et en colle sur sa bouche, avant d'en mettre aussi sur son nez et ses yeux. Laura n'arrive plus à respirer et elle se débat violemment. Aden la retient jusqu'à ce qu'elle s'arrête de bouger. Il prend alors une paire de ciseaux et découpe l'adhésif du visage de Laura. Comme il n'arrive pas à contrôler son excitation, sa main glisse et la pointe du ciseau très aiguisée transperce le cou de la jeune femme. Du sang s'écoule sur les draps et la tête d'oreiller. Aden s'en fiche. Il est fasciné par les boucles d'oreilles que porte Laura et décide de les prendre avec lui. La deuxième lui résiste alors. Il découpe l'oreille de sa victime. Pendant 1 heure, Aden Clark reste assis là, à regarder le corps nu de Laura. Il avouera plus tard qu'il lui a quelquefois caressé les seins, mais qu'il ne l'a pas violée. Vers 3 heures du matin, il enveloppe le corps de Laura dans un drap et le cache à l'arrière de son camion. Aden revient dans la maison et récupère les tissus ensanglantés avant de mettre le tout dans son véhicule. Il en profite pour voler quelques trophées, dont la bague de lycée de Laura et une licorne en cristal. Le meurtrier s'allonge ensuite sur le lit de la jeune femme et s'endort. Il sort le lendemain à 8 heures du matin. C'est là qu'une témoin pense voir Laura qui part à son travail. Une fois hors de vue, Aden Clark monte dans son camion, roule jusqu'au parking d'une église à 2 pâtés de maison, puis se gare dans un coin, avant de se rendormir. Le cadavre de Laura est juste à côté de lui. Ce n'est qu'une fois réveillé qu'il va l'enterrer dans une forêt, à 800 mètres du lieu du crime. Il se débarrasse ensuite des draps et du matelas, en les jetant dans les bois. Sauf que, sans le savoir, il laisse une empreinte de doigt sur la taie d'oreiller. La police met seulement 1 mois à la retrouver. Aden Clark est arrêté. L'homme ne met pas longtemps à avouer le meurtre. En revanche, quand les enquêteurs lui demandent où est le corps de Laura, il les envoie sur une fausse piste. Il parle de plusieurs victimes qu'il aura enterrées dans un lieu où il passait du temps pendant son enfance. Finalement, en juin 1993, 8 mois après le meurtre, Aden Clark accepte de mener les policiers là où il a enterré Laura Outling. Il est condamné à 30 ans de prison. Mais alors qu'Aden Clark purge sa peine, le hasard et la maladie mentale vont permettre à la police de clôturer un dossier vieux de plusieurs années. Figurez-vous que le compagnon de cellule du meurtrier est un barbu aux cheveux longs. Il n'en faut pas plus pour qu'Aden soit persuadé que c'est Jésus-Christ en personne, et face à lui, il ressent le besoin de se confesser. L'homme lui avoue être l'auteur d'une 12aine de crimes, dont le premier commis à 14 ans. La police est rapidement mise au courant et estime qu'il raconte n'importe quoi. Mais dans le tas, un nom retient quand même son attention. Michelle Dore, une petite fille de 6 ans disparue le 31 mai 1986 à Silver Spring dans le Maryland et qu'on n'a jamais retrouvée. Ce jour-là, il fait chaud. Carl Dore est chez lui avec sa fille Michelle et au fond du jardin, il a rempli d'eau un bac en forme de tortue pour qu'elle puisse se rafraîchir. D'ailleurs, c'est là qu'elle décide d'aller jouer. Pendant ce temps, Carl regarde la télé. Mais rapidement, Michelle s'ennuie. Sans que son père s'en aperçoive, elle sort par la porte de derrière et commence à marcher vers une maison voisine. C'est la dernière fois qu'on la verra vivante. Une fois sa disparition signalée, Carl, son père, est arrêté. Les policiers sont persuadés qu'il est responsable, et comme il est déjà fragilisé par un divorce douloureux, il craque sous la pression et avoue le meurtre de sa fille. Mais il n'a rien fait. Le coupable est Aden Clark. Quand Michelle Dore quitte sa maison, elle veut rendre visite à Elisa, une petite fille de 6 ans comme elle avec qui elle joue souvent. Quand elle arrive, elle reconnaît l'homme dans le jardin. C'est l'oncle d'Elisa, qui habite ici depuis quelque temps. Vous l'avez compris, le nom de famille d'Elisa est Clark et son oncle s'appelle Aden.
Manque de chance, Aden n'est pas de bonne humeur ce jour-là. Je vous passe les détails, mais disons que son frère l'a mis à la porte et qu'il est en train de préparer ses affaires pour partir. Michel s'approche de lui. Est-ce qu'Elisa est là? Oui. Oui, dans sa chambre à l'étage, tu peux y aller. En réalité, il n'y a personne dans la maison. Aden Clark attend que Michel monte l'escalier et va chercher un couteau de cuisine. Il se rend dans la chambre d'Elisa, saisit Michel et la jette au sol avant de l'entailler avec son arme. Il met une main sur sa bouche pour éviter qu'elle crie, mais Michel le mord. Ça le rend furieux et il plante le couteau dans sa gorge. C'est terminé. Quelques minutes plus tard, Aden essaie d'abuser de Michel, mais il n'y arrive pas. Il décide alors de boire son sang et de manger un morceau de sa chair, un genre de rituel qui lui permettrait de devenir une femme selon lui. Après ça, le meurtrier nettoie la scène de crime, met le corps de Michel dans un sac de sport et part avec au travail dans un restaurant non loin. Une fois son service terminé, il enterre la petite fille dans un bois à 20 km de chez elle. Pendant l'enquête, comme c'est un voisin de Michel, il est interrogé par la police. Au début, les enquêteurs y vont doucement. Ils lui posent des questions sur sa vie chez son frère. Puis ils commencent à parler des enfants du voisinage. Aden se met à raconter qu'une fois, l'un d'eux lui a mis un coup de pied et qu'il a déjà maintenu une gamine au sol juste pour s'amuser. L'un des policiers saute sur l'occasion. C'est ce que tu as fait à Michel? Il sort une photo de l'enfant et la place devant Aden. C'est ça que tu as fait à Michel? Clark commence à répondre, puis demande à aller aux toilettes. Il se sent mal. Une fois devant la cuvette, il se met à vomir. Le policier ne lâche rien, il tambourine à la porte. Qu'est-ce que t'as fait? Les parents ont le droit de savoir, allez! Dis-moi ce qui s'est passé, c'était un accident? On peut en parler, tu sais. Entre deux haut le cœur, Aden répond. Je sais pas, j'ai peut-être fait quelque chose, je me souviens pas. Parfois j'ai des absences et je fais des choses dont j'arrive pas à me rappeler. Ça c'est un début d'aveu. Mais Clark se ressaisit et il n'en dit pas plus. Pire, il est relâché par la police qui valide son alibi. Et vous savez pourquoi il tient la route? Parce que Carl Dor s'est trompé quand il a dit à quelle heure il a vu sa fille pour la dernière fois. En se basant là-dessus, les enquêteurs concluent qu'Aden n'a pas eu le temps de trouver, tuer, puis enterrer Michel avant d'aller au travail. C'est faux, bien sûr. C'est faux. Mais sans le savoir, le père de famille a fourni un alibi en béton au propre meurtrier de sa fille. En 1999, les aveux de Clark sont vérifiés en comparant l'ADN de Michel Dor à celui d'une tache de sang retrouvée dans la chambre où elle a été tuée. Les deux correspondent et Aden Clark est déclaré coupable du meurtre de la fillette. Il fera 30 ans de prison supplémentaire. En janvier 2000, le tueur mène la police au corps de Michel, qui peut enfin être enterré dignement. Dans les mois qui suivent, Aden Clark est transporté dans plusieurs États américains, là où il dit avoir caché d'autres victimes. Il n'a accepté qu'à une condition, qu'on lui donne des vêtements de femme. C'est donc vêtu d'une robe et portant une perruque qu'il retourne sur les supposées scènes de crime. Mais les lieux ont beaucoup changé et on ne trouve rien. Officiellement, Aden a tué 2 personnes, pas plus. Pourtant, il indique à la police où trouver son trésor, un seau enterré sur l'ancien terrain de son grand-père et rempli d'environ 200 bijoux de femmes. L'homme dit qu'il les a pris sur celle qu'il a assassinée. Plusieurs appartiennent d'ailleurs à Laura Outling, tuée en 92. Aden Clark a plus de 70 ans aujourd'hui. Il est toujours en prison et il n'en sortira sûrement jamais. Malgré toutes les recherches menées depuis son incarcération en 93, aucune des victimes qu'il dit avoir tuées n'a été retrouvée. Est-ce qu'il faut en conclure qu'il a menti? Personne ne le sait. Malheureusement, beaucoup pensent que le tueur en série travesti cannibale emportera bien des secrets dans sa tombe et avec eux, les espoirs de familles brisées. Merci d'avoir écouté cet épisode d'Elessar, et merci à Lucie qui a prêté sa voix à Michel et Laura. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour ne pas manquer les prochains. Commentez-le, partagez-le, parlez-en autour de vous. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle histoire.